Il voyage mentalement en 1932 lorsqu'il s'amuse au lac de Constance avec ses amis. Gore est un menuisier habile et un joueur d'accordéon qui mène une vie modeste mais heureuse. Il travaille actuellement dans une petite usine de fabrication de montres à Constance. Un après-midi, Gore reçoit une lettre lui annonçant que son père alcoolique a vendu 2 champs, dont l'un est le terrain le plus précieux que sa famille possède. Gore est donc contraint de retourner chez lui pour régler des affaires personnelles. Quelques jours plus tard, il arrive dans sa ville natale de Königsbrunn, un village agricole au sud de l'Allemagne. Il salue sa mère avec un câlin chaleureux tandis que son père complètement ivre est évanoui sur un banc à proximité. Plus tard dans l'après-midi, en coupant du bois dans le jardin, Gore remarque son père cherchant une bouteille de cidre. Il ne peut plus tolérer cela et confronte son vieux père à propos de son habitude de boire. De retour au présent, Müller est mécontent de voir que Gore est distrait. Il lui donne une gifle et lui accorde une dernière chance de dire son nom et son lieu de naissance. Mais Gore reste impassible et refuse de prononcer un seul mot. Müller le fait alors attacher sur un lit et commence la torture. Gore crie de douleur tandis qu'un officier le fouette brutalement mais il refuse toujours de parler. Un peu plus tard, la torture s'arrête temporairement et Gore est jeté dans une cellule. Nebe et Müller débattent sur la manière de faire avouer le suspect par écrit. Nebe demande alors une liste de sa famille qui a été arrêtée. Il semble avoir une idée pour briser mentalement le suspect. Quelques heures plus tard, un Gore ensanglanté et gravement meurtri revient dans la salle d'interrogatoire. Nebe fait entrer Elsa, une femme mariée avec qui Gore a eu une relation pendant plusieurs mois. Le suspect réalise immédiatement ce que la police lui fera s'il ne parle pas. Il décide donc de tout avouer et donne ses informations personnelles. Gore précise qu'il n'est affilié à aucun parti politique et qu'il a agi seul. Nebe refuse de croire cela car il a été vu portant un insigne du Front Rouge. Mais Gore répond qu'il est un homme libre et qu'il n'a pas besoin d'être affilié à un parti pour faire ce qui est juste. Après le premier round d'investigation, Nebe et Müller impriment la déclaration du suspect et la présentent à un parlementaire. Mais ce dernier refuse également de croire que Gore a agi seul. Nebe est donc contraint d'admettre qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour prouver qu'une autre personne a ordonné l'attentat. Mais le parlementaire leur demande d'intensifier leur enquête. Quelques jours plus tard, Gore écrit une lettre de confession détaillant ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Mais Nebe et Müller refusent catégoriquement de la croire. Ils veulent savoir d'où il a obtenu les matériaux pour fabriquer la bombe et qui lui a donné l'ordre d'assassiner Hitler. Frustré qu'il refuse de le croire, Gore invente une histoire élaborée. Il dit qu'il a reçu un appel de Winston Churchill qui lui a demandé personnellement de tuer Hitler. Cela agace les officiers, et Müller ordonne à ses hommes de l'attacher à nouveau. Gore est pleinement conscient du genre de torture qui va suivre, alors il demande désespérément un stylo et du papier pour expliquer comment il a mis son plan à exécution. La scène change alors pour quelques années en arrière, lorsque Gore est dans un pub de Königsbrunn avec ses amis. Eric, un homme d'affaires local et le mari d'Elsa, entre avec le visage couvert de contusions. Il rejoint son ami avec un verre de bière et avoue que c'est sa femme qui lui a donné les bleus. Il déclare ensuite fièrement qu'elle ne lèvera plus jamais la main sur lui. Sentant qu'Elsa pourrait être gravement blessée, Gore se précipite chez elle, pour la trouver allongée sur le lit, en sanglotant et avec une grave ecchymose sur le côté droit de son visage. Un Gore inquiet tente de la réconforter et Elsa se penche pour l'embrasser. Il est alors révélé que les deux ont développé une intense chimie romantique pendant plusieurs mois. Ainsi, le duo finit par faire l'amour et commence formellement leur liaison. De retour dans la prison nazie, Gore raconte à Nebe comment il a pu accumuler la poudre à canon de l'usine d'acier où il travaillait. Il révèle également qu'il a pu voler les matériaux pour la dynamite dans une carrière voisine. Nebe veut que Gore admette qu'il couvre quelqu'un d'autre, mais ce dernier reste ferme et affirme avoir agi seul. Pour prouver son point, Gore montre comment il a fabriqué 2 mécanismes d'horlogerie et un détonateur qui ont finalement déclenché l'explosion. Alors que l'intensification des interrogatoires et des tortures continue, Gore plonge également dans ses souvenirs. Un bel après-midi, alors qu'ils sont en pique-nique, Elsa lui révèle qu'elle est enceinte. Mais elle n'est pas sûre si le bébé est de Gore ou de son mari alcoolique et abusif, Eric. Le film s'ouvre sur un travailleur allemand nommé Gore Elser qui emballe des bâtons de dynamite fait maison à l'intérieur d'un pilier en pierre. Il vérifie ensuite le mécanisme de l'horloge de la bombe qu'il a fabriquée et couvre le trou dans le pilier. Gore s'assure que tout est bien caché pour que personne ne soupçonne ce qui va se passer. Pendant ce temps, il semble s'être blessé en assemblant les éléments. Il a plusieurs coupures à la main et des douleurs au genou. Il est tard dans la nuit du 7 novembre 1939 et Gore se trouve actuellement au Burger Brokkele, une grande brasserie à Munich, en Allemagne.
Cet endroit va bientôt accueillir de nombreux hauts fonctionnaires du parti nazi. Gore termine son travail et devine où son objectif prendra place. Sachant que les explosifs sont juste derrière le podium, il quitte le bâtiment. La scène change brusquement pour le lendemain, le 8 novembre 1939, au même endroit. Adolf Hitler, le chancelier allemand et la cible de l'attentat, est accueilli sur le podium par ses pairs. Il est là pour prononcer son discours annuel, commémorant la tentative de coup d'État raté du parti nazi pour renverser la République de Weimar il y a 16 ans. Il se tient sur le podium, juste devant le pilier où la bombe artisanale est placée. Dans la ville de Constance, Gore vérifie frénétiquement sa montre de poche avant de se diriger vers la frontière germano-suisse. Il est sur le point de franchir la clôture frontière lorsqu'il est soudainement interpellé par 2 officiers allemands. Gore précise qu'il cherche un de ses amis de la société folklorique locale. Mais les officiers doutent de ses intentions car il tient un coupe-fil. Peu de temps après, ils emmènent Gore à leur poste et saisissent tout ce qu'il porte. Cela inclut plusieurs preuves compromettantes comme le coupe-fil et un plan d'un bâtiment. Gore continue de jeter des coups d'œil à l'horloge murale pendant la fouille, il est 21 h. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que l'explosion ne se produise. Soudain, un officier remarque l'insigne du parti communiste d'extrême gauche Front Rouge sur le revers de son manteau. Gore se fait dire que porter un tel insigne est illégal et il est contraint de se mettre face au mur. L'officier nazi remarque alors que le suspect a plusieurs blessures et le met immédiatement en cellule. Gore attrape sa montre de poche, presque tremblant d'anxiété en regardant l'heure. À exactement 21 h 20, une énorme explosion se produit à Munich. Gore reste assis dans la station de détention, ne sachant pas si l'assassinat a réussi ou non. Ailleurs, un officier du bureau principal de la sécurité du Reich est informé des événements qui viennent de se produire à Munich. Le calme relatif se transforme en chaos alors que les soldats sont mis en alerte maximale. D'autre part, le village de Gore est approché par un convoi dirigé par le chef de la police criminelle, Arthur Nebe. Il ordonne au chef local du parti nazi, Eberl, de convoquer tous les membres de la famille Gore-Elser sur la place du village. Eberl est surpris par cet ordre, sachant que les Elser sont des citoyens respectables et respectueux des lois. Cependant, Nebe semble extrêmement en colère et veut que son ordre soit suivi à tout prix. Bientôt, les autorités retrouvent la famille de Gore, y compris son ex-fiancée Elsa. Elle et ses 2 enfants sont arrêtés et chargés dans le dos d'un camion. Mais Eberl intervient à la dernière minute et ramène les enfants en sécurité. Peu après, Nebe examine les images des conséquences de l'explosion avec ses officiers. Il est stupéfait par l'ampleur des dégâts causés. Dans la scène suivante, Gore est menotté et amené dans un bureau d'enquête à Berlin. Il remarque rapidement des instruments de torture posés sur une table à proximité. Nebe et plusieurs autres officiers arrivent également dans la pièce, mais Gore refuse de les saluer avec le salut nazi. Il choisit plutôt un salut plus neutre, « Bonjour ». Néanmoins, Nebe se présente et informe Gore qu'il est en charge de cette affaire. Il présente également le chef de la Gestapo, Heinrich Müller, qui supervisera l'enquête avec lui. Nebe veut voir les genoux de Gore et lui ordonne d'enlever son pantalon. Ce dernier obéit et on voit que les genoux de Gore sont gravement meurtris. Cela semble confirmer les soupçons du chef de la police, Gore a bien installé la bombe lui-même. Ensuite, Nebe informe le suspect que Hitler est toujours en vie, mais l'explosion a tué 7 personnes innocentes. Il s'avère que le Führer avait quitté l'événement 13 minutes avant que la bombe n'explose. Cette révélation dévaste Gore, car c'était sa seule occasion de tuer Hitler. Müller commence alors l'interrogatoire formel en demandant à Gore son nom complet et son lieu de naissance. Mais au lieu de répondre, Gore commence à fredonner un air qui le transporte dans un flashback. D'autre part, la propagande nazie commence lentement à empoisonner les cœurs et les esprits des gens dans l'Allemagne rurale. Il y a des membres du parti nazi partout et quiconque s'oppose est jeté en prison. Gore et son ami Joseph, membre du parti d'opposition Front Rouge, écoutent régulièrement les nouvelles soviétiques à la radio. Ils apprennent que Hitler a récemment ordonné le bombardement d'une ville espagnole, tuant 260 civils innocents. Cela met Gore en colère et il veut y mettre fin. Mais il apprend bientôt qu'Hitler prévoit d'attaquer la Pologne. Les choses commencent également à se détériorer dans sa vie personnelle lorsqu'Eric surprend Gore en train d'embrasser sa femme. À ce moment-là, Gore loue une pièce dans le sous-sol de la maison d'Eric et a des relations régulières avec Elsa. Eric, furieux, jette sa femme par terre et lui donne des coups de pied brutalement dans le ventre alors qu'elle est enceinte. Mais Gore réagit vivement en saisissant un couteau et menaçant de tuer le mari alcoolique s'il ne s'arrête pas. Les semaines passent, tandis qu'il traverse des turbulences dans sa vie personnelle, Gore commence à planifier l'assassinat.
Il recueille des articles de presse montrant Hitler prononçant des discours chaque année au Bürgerbrockele à Munich. Derrière le podium, un immense drapeau du parti nazi couvre un pilier solide. Gore se rend à Munich, attend que la salle soit vide et se faufile à l'intérieur. Il se rend derrière la scène pour prendre les dimensions exactes du pilier nécessaire pour mener à bien son plan. De retour dans la salle d'interrogatoire, Gore exprime son dégoût pour Hitler et ses politiques. Les salaires sont bas, les manifestants sont envoyés dans des camps de concentration et les juifs sont discriminés à cause de leur foi. Gore ajoute que ce que fait Hitler aura des conséquences et mènera à la chute de l'Allemagne. Après cette dernière série de questions, sa confession dactylographiée est finalisée. Nebe est maintenant convaincu que Gore a agi seul lors de l'attentat. Mais Müller continue de croire qu'il y a une grande conspiration derrière l'attaque. Tandis que les deux discutent de leur prochaine démarche, Gore supplie une secrétaire d'envoyer un message à Elsa et à sa famille. Il veut aussi adresser ses condoléances à la famille des victimes de l'explosion. La secrétaire remet alors la photo d'Elsa à Gore et lui demande de ne dire à personne qu'il l'a reçue d'elle. En voyant la photo, Gore est transporté dans un flashback du moment où Elsa accouche de leur fils. Elle donne même le nom de Gore à l'enfant et est prête à divorcer de son mari abusif. Cependant, cela n'arrête pas Gore dans sa détermination à accomplir son plan. Il continue d'affiner ses compétences pour perfectionner l'exécution du bombardement. Pour un essai, il place une réplique de bombe sur un arbre dans une zone isolée. L'explosion est massive et réduit l'arbre en morceaux. De retour au présent, le parlementaire entre en trombe dans la salle d'interrogatoire et frappe violemment le visage de Gore contre la table après avoir entendu ce qu'il a dit de leur leader, Hitler. On voit aussi que Nebe commence à douter des motivations des supérieurs du parti nazi mais n'ose pas agir. Le parlementaire donne alors l'ordre à Nebe et Müller de tout faire pour découvrir qui a donné l'ordre à Gore. Sous la pression croissante, Gore est attaché et on lui administre le hallucinogène secret pervitin. Les officiers demandent à Gore, maintenant sous sédation, qui a ordonné les attentats, mais il répète une fois de plus sa déclaration. Un peu plus tard, Gore se réveille de son hallucination et décide de changer de ton. Il reconnaît qu'il veut maintenant réparer ses erreurs et se réintégrer dans la communauté allemande. Gore dit que l'assassinat a échoué uniquement parce que ses motivations n'étaient pas correctes. Après cette déclaration, il est emmené au camp de concentration de Dachau. 5 ans plus tard, Nebe est condamné à mort pour son implication dans une tentative d'assassinat visant à tuer Hitler. Il est exécuté par pendaison dans le camp de concentration de Dachau. Gore apprend le sort de Nebe de la part de France, un gardien de prison handicapé. Gore est surpris, mais veut aussi savoir où est Elsa car il pense qu'elle est peut-être encore vivante quelque part. Bien que compatissant, France sait qu'il ne peut rien faire à ce sujet. Il remet simplement à Gore des partitions de musique pour jouer de sa sitar, un instrument de musique, en guise de remerciement. Alors que le film se termine, France dit à Gore que 100 000 personnes sont mortes en une seule nuit après qu'Angleterre a détruit l'une de leurs villes. Gore le regrette car il sait que si sa stratégie avait réussi, cela aurait pu être évité. Il est bientôt sorti de sa cellule par d'autres gardes et Müller donne l'ordre de son exécution. Le film est basé sur des événements réels.